La TVT au cœur de l'information. Bonsoir, il est 20h. L'actualité ce soir, c'est la poursuite du dialogue gouvernement togolais, Union européenne. 19e round ce matin à Lomé. Les prochaines législatives, l'accord de partenariat CPUE ont été les sujets évoqués ici à l'occasion. Il s'appelle Didier Ekovi, docteur de son état, maître de conférence agrégé à l'université de Lomé. Il vient de voir ses recherches sur le VIH-Sida récompensées à Paris à l'Institut Pasteur. Qu'a-t-il découvert exactement? Nous lui posons la question tout à l'heure. C'est l'invité du 20h. A évoqué aussi ce soir le complexe sujet de la colonisation. Ninevi Afangbeji Dara en a fait un roman dédicacé jeudi dernier à Lomé. Il prône le retour à nos valeurs, à l'identité culturelle. Mais dans le contexte actuel, nous avons du pain sur la planche, concède-t-il dans le même temps. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue au 20h. Suite donc du dialogue gouvernement togolais, Union européenne, ce mardi en effet, au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, s'est tenue la 19e session de cette rencontre. En toile de fond, les législatives prochaines, l'accord de partenariat ACPUE, le compte rendu des travaux et des Msousoupo. 19e session du dialogue politique entre le gouvernement togolais et l'Union européenne. Un rendez-vous d'échange autour des questions d'intérêt commun conformément à l'article 8 de l'accord de partenariat ACPUE de Cotonou signé en juin 2000. Les discussions ont porté sur des sujets d'ordre national et international. Je voudrais donc ici vous rassurer de l'attachement sans faille du gouvernement togolais à ce cadre d'échange et de dialogue que nous souhaitons toujours franc et constructif, surtout pour cette 19e session. La rencontre de ce jour porte essentiellement sur le plan national de développement, les élections législatives et sur le plan international, bien sûr, le niveau de négociation des accords ACPUE en cours. Également, nous aurons l'occasion d'échanger avec vous sur vos programmes phares, donc les programmes phares de l'Union européenne. Je crois que ça sera sur un plan d'investissement extérieur qui vous est cher. S'agissant des préparatifs des élections législatives du 20 décembre 2018, la partie européenne a félicité le gouvernement pour ses efforts et son engagement à prendre toutes les mesures pour décrisper l'atmosphère politique nationale. Ceci en vue de favoriser des élections libres, transparentes, équitables et acceptées par tous. Le gouvernement a réitéré son engagement à œuvrer de concert avec la CEDEAO et toute la classe politique pour un aboutissement heureux du processus électoral. Sur la question du PND, Plan national de développement pour la période 2018-2022, l'Union européenne s'est dite prête à accompagner le Togo dans sa mise en œuvre à travers des appuis multiformes. L'Union européenne s'est également réjouie de ce cadre de concertation qui permet des échanges fructueux en vue de la dynamisation de sa coopération avec le Togo. Il est vrai que ce n'est qu'ensemble, dans un esprit de dialogue et de solidarité, que nous pouvons relever les grands défis qui se posent aujourd'hui. Alors je tiens donc à commencer, disons, le dialogue dans cette 19e session du dialogue politique Togo-Union européenne par une réaffirmation du partenariat entre l'Union européenne et la République togolaise. Notre coopération s'est approfondie tant dans les relations bilatérales que dans les forats multilatéraux. C'est une coopération basée sur des valeurs partagées, notamment la démocratie, l'état de droit et le respect des droits humains. Dès lors, notre dialogue politique est un instrument important et un moment privilégié de notre partenariat. Au sujet des questions internationales, le gouvernement, par le biais du professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, négociateur en chef du groupe des États ACPE, a fait le point sur les négociations ACPUE qui ont débuté en septembre 2018
et qui ont pour but d'amener les deux ensembles étatiques à parvenir à un nouvel accord moderne et équitable. À propos encore précisément des législatives prochaines, à signaler cette autre rencontre de la journée, la Force et Sécurité Élections 2018, ensemble avec la société civile, les professionnels des médias, rencontre ce mardi à Ngotchan. C'est pour bien définir le rôle de chaque entité pendant le processus électoral. Pierre Soussoupo avec Augustin Kossi. Entre deux corps habillés, un civil. L'image renvoie à leur mission première, la sécurité et la protection civile. À un mois des élections législatives, les commandants régionaux et préfectoraux de la Force Sécurité Élections posées 2018 échangent avec les professionnels des médias et les organisations de la société civile sur les attitudes devant concourir à la sécurisation du processus. C'est donc un rendez-vous pour permettre aux parties prenantes de revisiter chacune son rôle dans le déroulé des prochaines échéances électorales. Ensemble, avec les médias et les forces de l'ordre, on pourra, disons, dialoguer et voir ce qu'il faut faire sur le terrain pour qu'il y ait apaisement, pour que ces élections soient apaisées. Et puisque nous sommes appelés à faire le travail sur le même terrain, et on constate souvent qu'il y a des grabuges entre les forces de l'ordre et les professionnels des médias. C'est cela que ces genres de rencontres sont souhaitables. Et nous aurons vivement souhaité que ce soit les hommes de troupe qui sont sur le terrain même qui participent. Et aujourd'hui, nous sommes avec les commandants régionaux et préfectoraux, vivement que l'information puisse rejaillir sur la base et qu'il y ait une franche collaboration entre les deux corps. Depuis 2013, le gouvernement togolais a créé un cadre permanent de concertation entre journalistes et forces de sécurité élargi aux organisations de la société civile en 2017. La rencontre de Ngotchan se situe dans le même contexte pour amener les différentes entités à améliorer leurs différents rapports professionnels sur le terrain. Nous savons souvent sur le terrain la cohabitation entre les forces de sécurité, les spécialistes des médias, les organisations de la société civile. Il y a des moments où ça se passe un peu mal. Alors nous avons initié cet atelier pour essayer de renforcer ce qui nous rassemble. Ce qui rassemble ces trois corporations. L'essentiel, c'est avoir des élections apaisées, des élections sécurisées, et que nos compatriotes qui vont s'exprimer dans les urnes puissent retourner à leur domicile sains et saufs. Donc cet atelier, c'est pour appuyer ce que nous avons déjà initié, ce que nous faisons déjà avec les médias, ce que nous faisons déjà avec les organisations de la société civile. Le même atelier sera organisé aussi à Kara dans 2 jours pour prendre la partie septentrionale de notre pays pour le même exercice. Parce que le moment venu, il faudrait qu'on parle le même langage sur le terrain pour que notre pays sorte grandi de cette élection législative. Au sorti des échanges, le mot d'ordre sera unique. Parvenir à des élections sécurisées, apaisées et sans violence. Ce qui sous-tend la rupture des vieilles habitudes de méfiance. Place donc à la collaboration et à l'acceptation des uns des autres, ciment de la cohésion nationale. Économie, financement, à quoi ont servi les 300 milliards de francs CFA de la BOAD au Togo? Eh bien, ce mardi, la banque a fait les comptes, une évaluation des portefeuilles des différents projets financiers entre 2000 et 2015. L'exercice est fait devant les parties prenantes. Objectif, améliorer les politiques sectorielles. Augustin Kossi. Sur la période de 2000 à 2015, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a financé une kyrielle de projets et programmes destinés à l'amélioration des conditions de vie et de mobilité des populations au Togo. Ces projets dits non marchands ont été financés à hauteur de 3 milliards de francs CFA et concernent plusieurs secteurs d'activité. Cette évaluation a porté sur d'abord globalement les infrastructures routières. Ensuite, sur les projets de développement rural. Ensuite, vous avez les projets d'énergie. Et spécifiquement, nous avons ajouté à cette liste 2 projets phares
notamment le programme d'appui au développement à la base, qui a touché toutes les couches de la population, les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde, jusqu'à la base. Et ensuite, le projet du centre d'enfouissement technique sur la route de Palimé, et qui va contribuer à l'amélioration de la gestion des déchets dans la ville de Lomé et de ses alentours, et contribuer ainsi donc à l'amélioration de la santé des populations. L'ensemble de ces projets de 2000 à 2015 représente environ 300 et quelques milliards de francs CFA. Ces projets ont été réalisés dans les zones urbaines, semi-urbaines et rurales à travers le pays. Et pour mieux apprécier la contribution de l'ensemble de ces interventions au bien-être des bénéficiaires, la banque s'est engagée dans un processus appelé l'évaluation des portefeuilles pays. Ici, experts et acteurs qui ont touché du doigt les réalités sur le terrain échangent en vue de valider les résultats. Portefeuille pays. Cela consiste à s'intéresser à l'ensemble des projets financés par la banque. Sur une période donnée, nous avons exploré 5 différentes dimensions, que sont la dimension technique, la dimension financière, la dimension environnementale, la dimension institutionnelle et la dimension de partenariat avec les autres bailleurs de fonds et toutes les autres partenaires. La durabilité de tous les projets que nous avons visités est très très bonne. Cependant, il y a des améliorations à proposer. C'est donc une pause pour évaluer afin de mieux évoluer. Une étape nécessaire, voire obligatoire, pour l'amélioration des politiques et des stratégies de mise en œuvre de futurs projets. Et voilà, il s'agit donc d'une enveloppe de 300 milliards de francs CFA, bien entendu. À signaler également dans l'actualité cette visite de chantier du ministre Nissao Nyofom des infrastructures cet après-midi, en compagnie de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Togo. Eh bien, il s'est rendu d'abord sur le grand contournement, visite notamment à la deuxième composante qui va jusqu'au poste de contrôle juste à poser de Nguempé. C'est sur financement de la Chine. Les travaux sont à plus de 60% d'exécution. Les deux personnalités ont ensuite visité le centre administratif, toujours centre administratif des services de Lomé en construction, toujours par les Chinois. Plus de 90% des travaux ont été exécutés. Là, nous reviendrons sur le sujet plus amplement dans de prochaines éditions. Direction maintenant l'université de Lomé. Sur place se tient depuis ce matin un colloque international sur le contrat de partenariat dans le paysage de la commande publique au Togo. En clair, on parle ici d'investissement public-privé. Il est question de définir un cadre juridique selon les normes de l'UEMOA. Les précisions de Dodo Arrêt. Les pays de l'Afrique de l'Ouest misent beaucoup sur le partenariat public-privé pour parvenir à une croissance économique forte et durable. Il urge donc de créer un environnement juridique sécurisé, efficace et approprié pour amener le secteur privé à investir dans les projets publics. Les différents acteurs ici présents vont faire le point sur le projet de directive communautaire sur les contrats de partenariat, évaluer les mutations et les influences exogènes de la transformation de la commande publique à travers l'instauration du contrat de partenariat. C'est une seconde étape de l'exécution de ce partenariat qui existe entre nos deux institutions. La première a consisté à rédiger des commentaires, des décisions du comité de règlement des différends de l'autorité de régulation des marchés publics. Aujourd'hui, nous voici à ce colloque qui prouve que nous pouvons associer des praticiens et des théoriciens pour pouvoir travailler pour le progrès de la société. Cette rencontre devra également permettre de faire une analyse critique de la réglementation des contrats de partenariat, de révéler les insuffisances, les facteurs d'efficacité et d'efficience pour éviter de gros risques d'endettement aux États. Ces contrats de partenariat peuvent contribuer à un endettement déguisé des États. C'est le premier risque que l'on peut voir. Et le second risque, c'est que tous nos pays, notamment les pays d'Afrique de l'Ouest, n'ont pas de grosses entreprises. Et c'est davantage le tissu des petites et moyennes entreprises. Or, ces petites et moyennes entreprises ne peuvent jamais gagner, entre guillemets, un contrat de partenariat. Donc vous voyez, ça n'aide pas forcément à consolider
et à renforcer le tissu des petites et moyennes entreprises. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait que ces contrats de partenariat soient suffisamment encadrés, que ce soit au niveau national, mais aussi au sein de l'UEMOA. Les thématiques comme les apports de contrats de partenariat public-privé dans les États francophones d'Afrique de l'Ouest, le rôle des organismes d'accompagnement des personnes publiques et des régulateurs dans le contrat de partenariat seront développés. Ceci pour aboutir à l'édification d'un cadre juridique fiable pour l'implémentation des partenariats publics-privés dans tous les États africains. Et colloque donc à l'Université de Lomé. L'Université de Lomé qui vient justement de voir l'un de ses enseignants-chercheurs honorés à Paris. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, Dr Didier Ecovi, maître de conférence agrégé, s'est vu décerner le prix d'Edander Clayton 2018 par l'Institut Pasteur à Paris vendredi. Ce prix vient récompenser et surtout encourager ses recherches sur le VIH-Sida. Gérald Agoudou. Dr Didier Ecovi ne dort pas sur ses lauriers. De retour à Lomé dimanche dernier, le voici déjà ce mardi à l'œuvre à l'École nationale des auxiliaires médicaux devant ses étudiants pour un cours de 4 heures. Vendredi, en effet, le Togolais, maître de conférence agrégé à l'Université de Lomé, s'est vu décerner à Paris le prix d'Edander Clayton 2018 pour ses travaux de recherche sur le VIH-Sida et les pathologies associées. Moi, j'ai commencé à travailler sur l'infection à VIH depuis 1994 à ce jour. Et depuis 1994 à ce jour, j'ai participé à plusieurs travaux de recherche. Les domaines dans lesquels j'ai le plus travaillé sont la prévention de la transmission mère-enfant, du VIH de la mère à l'enfant. Et dans ce domaine tout particulièrement, ce que nous avons essayé de faire au cours de ces 15 dernières années, c'est de trouver des combinaisons qui soient efficaces, qui pourraient permettre de réduire de manière significative la transmission du virus de la mère à l'enfant. C'est un sentiment de fierté et d'avoir une reconnaissance au niveau international. D'une valeur de 27 millions de francs CFA, cette récompense vient encourager ce professeur de la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé et son équipe. C'est ici, au Centre africain de recherche en épidémiologie et en santé publique, que l'équipe se met à l'ouvrage. Il faut d'abord remercier le ministre de la Santé et de la Protection sociale, qui est le professeur Midi Awa. J'avais fait mes recherches avec lui dans les années 1994. On avait travaillé sur l'infection à VIH, sur les pathologies rhumatismales, et aussi remercier les autorités universitaires pour le cadre de travail qu'ils nous offrent et aussi la facilité. Mais ce qui est le plus important au-delà du prix, le prix, c'est de pouvoir continuer à faire de la recherche. Mon plan d'action aujourd'hui, c'est de poursuivre à travers la valorisation scientifique tout ce que nous avons réalisé. Et mon deuxième plan d'action, c'est d'identifier les personnes nécessaires, capables de pouvoir nous aider à continuer ces travaux de recherche. Et je crois vraiment à la jeunesse, parce que ce que je suis capable de le faire aujourd'hui, dans 5-10 ans, je ne pourrai pas le faire, et donc j'ai besoin vraiment d'une équipe structurée. Et ça, je compte totalement sur les autorités du pays pour nous accompagner dans ce domaine. Avec ce prix décerné par l'Institut Pasteur, Dr Didier Ecovi se pose-t-il comme un modèle de réussite? En tout cas, de l'Afrique, on peut impacter le monde. Et docteur Didier Ecovi, notre invité ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir. Félicitations d'abord pour le prix que vous avez donc eu à Paris. Vos sentiments, vous les avez donc livrés tout à l'heure. Alors on va aller droit au but. Vos recherches portent sur le VIH-Sida. Qu'avez-vous découvert exactement? Exactement, nous avons travaillé pendant plusieurs années parce que c'est le fruit de plus de 20 ans de travaux. Et nous avons travaillé sur 3 grands volets. Le premier volet, c'est sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de trouver des combinaisons antirétrovirales qui pourraient permettre de réduire de manière significative la transmission du virus de la mère à de l'enfant. Vous devez savoir que lorsque la mère qui est enceinte, infectés par le VIH, ne prend pas les antirétroviraux, 30% vont transmettre le virus à leur enfant. Et ce que nous avons démontré, c'est d'utiliser des combinaisons thérapeutiques qui vont permettre de manière significative de réduire ce taux de transmission. Et tous les travaux que nous avons pu mener jusqu'à ce jour ont permis une réduction, aujourd'hui à moins de 5% de transmission. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous avez une femme enceinte qui est infectée par le VIH,
lorsqu'elles reçoivent des antirétroviraux, seulement 5% peuvent transmettre le virus à leur enfant. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, nous nous sommes intéressés à l'épidémiologie, si on peut le dire, du VIH dans les populations clés. Les populations clés, c'est les populations les plus exposées au VIH. Et on parle des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, on parle des professionnels du sexe. Ce que nous avons fait, c'est de faire une description fine de la prévalence, c'est-à-dire de la proportion de sujets qui sont porteurs de cette infection. On sait aujourd'hui pratiquement que dans notre pays, un homosexuel ou bien un homme ayant des rapports sexuels avec un autre homme, 1 sur 5 a l'infection à VIH. Et nous avons fait également cette même étude au niveau du virus de l'hépatite B et la prévalence ou bien la proportion de sujets porteurs est de 7%. Au-delà de cette étude, nous avons pu montrer également qu'il y a deux régions qui sont un peu inquiétantes en matière de virus de l'hépatite B. C'est la région de Sokodé et la région de Kara, qui ont des niveaux de prévalence de l'hépatite B de l'ordre de 15 à 20%, et il faudrait pouvoir confirmer cela. Le troisième volet porte sur le papillomavirus. Ce virus est le virus qui est responsable de 100% des cancers, du col de l'utérus chez la femme. Il est responsable de 88% du cancer de la marge anale et également responsable du cancer du pénis. Nous avons montré la distribution des différents types de ce virus au Togo. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au Togo, nous avons une distribution qui est différente de celle des distributions rapportées dans tous les pays du monde. Le deuxième aspect qui est aussi important, c'est que nous avons montré que 40% des sujets qui ont ce virus, qui est le virus oncogène, qui est le terme le plus exact, ne sont même pas protégés avec les vaccins qui sont actuellement disponibles au niveau international. Nous allons poursuivre les recherches pour voir s'il y a une protection qui est croisée, qui pourra permettre à ces sujets de se protéger. Justement, à ce propos, au-delà du discours, au-delà des chiffres que vous donnez qui sont quand même un peu alarmants, vous avez identifié d'ailleurs des zones, la zone de Sokoré, la zone de Kara, justement ces populations qui nous écoutent. À partir de vos recherches aujourd'hui, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui va changer pour ces populations, pour les populations qui nous suivent aujourd'hui? Ce qui va changer, c'est d'abord ce que nous appelons dans notre jargon les changements de comportement. C'est l'occasion de dire à toutes les femmes enceintes de faire d'abord le test du VIH. Vous devez savoir que 30% des sujets qui sont infectés par le VIH ne connaissent pas leur statut, alors qu'il y a aujourd'hui des traitements qui sont disponibles. Donc, c'est la démarche volontaire de connaître son statut sérologique vis-à-vis de l'infection à VIH et de proposer les traitements. Les traitements aujourd'hui sont disponibles. Moi, mon rêve, c'est de voir le Togo être le deuxième pays à avoir éliminé complètement le virus de la transmission dans le cadre de la mère et de l'enfant. Le Cuba l'a fait, pourquoi pas le Togo, et nous sommes dans cette dynamique. La deuxième concerne donc les populations clés. Ces populations, il faut leur proposer des stratégies de prévention, c'est-à-dire faire le plaidoyer pour qu'il y ait le vaccin. Le vaccin contre le virus, le papillomavirus, c'est nécessaire. Et aussi, il y a maintenant de nouvelles méthodes de prévention qu'on appelle la PrEP, c'est-à-dire qu'il y a la prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire qui permet aujourd'hui à ces sujets de pouvoir se protéger pour réduire de façon considérable le risque de transmission du virus dans la population. J'ai aussi envie de savoir, vos recherches, on l'a suivi un peu dans le sujet, vous avez un centre dans lequel vous travaillez. Est-ce que ces recherches-là, vous les avez faites exclusivement au Togo, ici, à l'université de Lomé, dans vos laboratoires, où avez-vous fait exactement vos recherches? Nous avons un sentiment de fierté parce que d'abord, les idées viennent de nous. C'est-à-dire que on ne nous a pas imposé des idées et que nous sommes capables aujourd'hui sur le plan international d'être assez compétitifs. Toutes les recherches que nous faisons se font à l'université de Lomé. Nous avons un super centre biologique, le laboratoire Biolim, qui nous aide à faire toutes les recherches. Nous sommes aidés également par tous les enseignants-chercheurs de la faculté des sciences de la santé. Et moi, j'ai le plaisir également de dire qu'aujourd'hui, lorsque je dois envoyer des personnes sur le terrain, j'envoie les étudiants de la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. C'est en même temps ceux-là qui constituent votre équipe aujourd'hui. C'est eux qui constituent notre équipe. Là où nous avons quelques limites, c'est toujours les problèmes de financement. Et dans ce cas, il faut jouer le partenariat. Et nous sommes aujourd'hui dans ce que je peux appeler un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons des partenariats assez solides avec la Côte d'Ivoire, notamment avec le programme PAXI. Nous avons des partenariats solides avec le laboratoire de virologie de l'hôpital Bichat, mais
dans un partenariat gagnant-gagnant et que les idées viennent de nous. C'est seulement quand nous avons des problèmes sur le plan financier, sur le plan technique, que nous faisons appel à nos partenaires. Une question maintenant peut-être un peu personnelle, avec cette récompense, ce prix que vous avez obtenu vendredi dernier. Est-ce que vous vous sentez du coup un modèle de réussite pour le jeune Togolais, pour l'Africain? Je dirais oui et non. D'abord oui parce que, voilà, nous avons pu faire notre étude à l'université Lomé, c'est ce qui est d'abord le plus important. Nous faisons partie des cellules de réflexion dans des grandes agences, notamment au niveau de l'Agence nationale de recherche sur le sida en France. Nous faisons partie des commissions d'évaluation des chercheurs français de l'Institut de recherche pour le développement. Nous sommes professeurs associés à l'université de Laval. Oui, mais ce prix est aussi un peu l'affirmation de ce que, à partir de l'université de Lomé, on peut impacter le monde aujourd'hui. Ah oui, totalement, et c'est la fierté d'être à l'université de Lomé, de se dire qu'à l'université de Lomé, on peut produire des connaissances et qu'à partir de l'université de Lomé, on peut être compétitif. Et ça, c'est quand même une vraie fierté. Après, on n'est pas un modèle de réussite parce qu'il faut vite avoir des équipes. Le temps des génies est fini, hein. C'est le temps des équipes solides, structurées. Si vous n'avez pas d'équipe, vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien faire. Et ceci est pour moi fondamental, de trouver des personnes, des jeunes capables de prendre la relève demain. C'est-à-dire que seul on peut aller vite, ensemble on va plus loin. C'est ça un peu l'histoire de votre, la leçon de votre histoire. La leçon, c'est que même à l'université de Lomé, dans un petit pays, on peut impacter les grandes décisions au niveau international. Merci beaucoup, professeur Didier Ekwe. Fier de vous recevoir ce soir dans ce journal de 20h. Félicitations encore pour vos recherches, pour votre prix. Et ça doit continuer, puisque en fait c'est un prix pour vous encourager à continuer vos recherches. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur, d'être passé dans ce journal. La suite avec la première célébration ce mardi de la journée africaine de la sécurité routière au Togo. À l'occasion, l'attention de l'opinion a été une fois encore attirée sur le nombre alarmant des accidents de la route. Un appel a été lancé à l'occasion. Antoinette Omovova. Les accidents de la route deviennent de plus en plus récurrents à cause du non-respect du code de la route et de l'absence de courtoisie dans la circulation. Des accidents qui ont des conséquences néfastes pour les victimes et leurs familles. C'est pour remédier à cette situation que l'Union africaine a institué le 18 novembre de chaque année Journée africaine de la sécurité routière, afin de sensibiliser les uns et les autres sur la question. Sensibiliser les gens beaucoup sur ce qui concerne le code. Nous avions constaté que globalement les accidents de la route sont occasionnés par des comportements humains pour la plupart, tout simplement des fois parce que on ne veut pas tolérer, on ne veut pas partager la voie qui est un espace, la route qui est un espace public avec les autres. La journée africaine de la sécurité routière au Togo, c'est aussi un regard de générosité et de compassion envers les victimes d'accidents du service de la traumatologie du CHU Sylvanus Olympio. Des matériels roulants ont été offerts à cette occasion par l'Association des victimes d'accidents du Togo pour soutenir l'hôpital dans la prise en charge des accidentés. Je voudrais simplement dire un grand merci à Monsieur le ministre et lui promettre que nous ferons bon usage de tout ce matériel qui nous a été donné au profit des malades, au profit des accidentés de la voie publique. L'année 2014 a été décrétée au Togo l'année de la sécurité routière. Des efforts ont été faits dans ce sens pour lutter contre les accidents de la route. Pour l'édition 2018 de cette journée, premier du genre au Togo, le ministre en charge des transports routiers appelle à une courtoisie sur nos routes afin de sauver des vies. Le mot d'ordre, laissez-vous, sinon laissons-nous gagner par la courtoisie. Il est donc important que chaque usager s'adapte aux conditions de circulation. C'est très important. Le code de la route impose des règles de conduite, mais le bon sens, le civisme et la courtoisie sont aussi nécessaires pour que les interactions entre les usagers se passent au mieux en vue d'éviter les accidents de la circulation.
La sensibilisation à l'éducation routière et le respect du code de la route doivent être inclus dans les habitudes des citoyens afin de réaliser les objectifs de la décennie d'action 2011-2020 pour la sécurité routière en Afrique. Dans le reste de l'actualité, les journées portes ouvertes de la presse togolaise qui s'ouvre donc au public. L'ouverture, c'était donc cet après-midi. Plusieurs thématiques seront abordées à l'occasion. Les précisions avec Lucassi. C'est parti pour l'acte 5 des journées portes ouvertes de la presse togolaise. Portées par le Conseil national des patrons de presse du Togo, CONAP, ces journées sont une vitrine pour la visibilité de la presse nationale. L'édition 2018 de cet événement est délocalisée sur la ville de Sokodé dans la région centrale afin de permettre au public de l'intérieur du Togo de découvrir la presse togolaise dans sa diversité. Plus de 150 presses écrites, radio et télévision seront exposées à ce rendez-vous. Nous allons délocaliser l'événement que les journées portes ouvertes à l'intérieur du pays afin de permettre aux populations de l'intérieur de découvrir dans ces tréfonds le métier de journalisme, de leur permettre de vivre en live les émissions radio et télé, et de voir l'histoire de la presse dans son ensemble. Il y a eu des séminaires au cours desquels beaucoup de citoyens togolais se sont investis pour parler de la bonne utilisation des réseaux sociaux. C'est suffisant, comme cela ne vaut pas encore le coup. Nous avons choisi ce thème qui est journalisme, réseaux sociaux et liberté d'expression pour permettre aux Togolais, non pas seulement de se coder, de comprendre que dans une démocratie, il y a avant tout quelque chose qui s'appelle liberté d'expression, qui permet aux citoyens qui exercent dans l'État démocratique de dire librement leur opinion, et c'est dans cette diversité d'opinions qu'on construit justement une nation démocratique. Des panels thématiques, des sessions de formation, des jeux concours et des séances de dépistage, des activités inscrites au menu de ces journées. Ceci afin de permettre aux professionnels des médias de renforcer leurs capacités et de se faire davantage proches de la population. Les journées portes ouvertes de la presse togolaise, ce sont aussi les émissions télévisées et radiophoniques en direct pour susciter l'envie du métier de journaliste chez les jeunes. Elles vont se dérouler du 27 au 30 novembre 2018. EcoBank vole au secours des enfants. La banque a fait don au village SOS des enfants un forage et notamment des ordinateurs pour équiper la médiathèque du village SOS. Serge Tastom et Kwesala. L'assistance sociale fait partie des priorités de la banque panafricaine EcoBank. Elle apporte son soutien aux orphelins et aux enfants vulnérables au sein des communautés. Une tradition respectée ici avec les enfants de SOS Lomé. La banque panafricaine dévoile ainsi son projet en faveur des pensionnaires du village d'enfants SOS Lomé. Celui de doter ce centre d'un forage et d'une salle de médiathèque. Et au jour d'aujourd'hui, il y a le self-help, il y a l'entretien, il y a les travaux d'aménagement. Mais au-delà de ça, il y a également le cœur qui nous soutient. Je leur souhaite vraiment une prospérité. Je dis merci. L'opération est dénommée Notre assistance à l'enfance. 6e du genre depuis 2013, cette action est effectuée dans les 33 autres pays d'Afrique où EcoBank s'est implanté et se situe dans le contexte de la journée EcoBank dédiée aux œuvres sociales. Il y a un forage, mais le forage n'est pas de bonne qualité. C'est ce besoin-là que nous venons combler aujourd'hui. Et la salle informatique également existait, mais il n'y a rien là-dedans. Donc nous venons également pour combler également ce besoin, pour ne pas que ces enfants-là restent en marge de la vie numérique qui est d'une importante capitale aujourd'hui dans nos pays. Notre idée est de donner à la jeunesse l'espoir à un avenir meilleur et s'épanouir. Les attentes de EcoBank sont donc de voir ces enfants devenir de bons citoyens du monde. Et si nous œuvrons davantage dans ce sens,
chacun de nos pays sera propice aux opportunités. Non seulement ses enfants, mais la société tout entière devra participer pour favoriser un lendemain meilleur. L'initiative est soutenue par le gouvernement qui s'investit dans la promotion de l'inclusion sociale. En décidant, le temps d'une journée entière, de laisser vos affaires pour ne vous consacrer qu'aux nécessiteux, vous démontrez par là que le groupe EcoBank s'inscrit parfaitement dans la vision des objectifs du développement durable dont le maître mot est de ne laisser personne pour compte. C'est donc l'occasion de renouveler la reconnaissance de l'État pour le précieux concours à l'action gouvernementale. En 2017, EcoBank Togo a construit un réservoir d'eau au profit de l'université de Lomé. Elle a aussi rénové le service de pédiatrie de l'hôpital de Baie tout en fournissant un forage et des bassins de protection. Le nombre des orphelins de moins de 18 ans en 2017, selon l'UNICEF, est évalué à 52 millions en Afrique. Un chiffre qui fait donc appel à la générosité de tous à contribuer aux côtés des États afin de subvenir aux besoins vitaux de cette couche. De la littérature pour boucler cette édition du soir, il est né le deuxième bébé de l'auteur Ninevi Afan-Beji Dara. Après Baguida, vous vous souvenez, cette bourgade d'antan, et c'est paru en 2013. Eh bien voici État des lieux, un roman cette fois-ci de 176 pages. L'auteur revient sur le complexe sujet de la colonisation et de la perte de notre identité culturelle. La séance de dédicace avec Yatar Atem. La colonisation, ses conséquences et l'identité culturelle du continent africain, des thèmes ressortis dans ce roman titré État des lieux. Un chef-d'œuvre de l'écrivain togolais Ninevi Afan-Beji Dara qui dénonce l'impact de la rencontre entre l'Europe et l'Afrique sur les plans moral, intellectuel et spirituel, mais aussi une occasion pour l'auteur de prôner la préservation des valeurs culturelles de l'Afrique. On doit continuer à parler de la colonisation parce que la colonisation n'a pas encore pris fin. Ça a pris une autre forme, une nouvelle forme, c'est tout. Pour tout le peuple africain, c'est que chacun regarde dans sa maison pour remettre nos valeurs culturelles, nos valeurs ancestrales sur leur base. Sans cela, on n'ira nulle part. Pour conserver l'identité culturelle, il appartient à tout un chacun de nous de se poser la question où il se trouve actuellement. L'histoire, succession de faits réels et imaginaires, se déroule à Beyada, un village imaginaire où l'auteur veut replonger le lecteur dans l'univers de l'Afrique coloniale à travers une thématique et un style riche et varié. C'est une analyse d'une situation donnée depuis la période de la première rencontre des Blancs avec les communautés noires. La lecture de ce roman reste une lecture facile parce que ce n'est pas écrit avec des mots compliqués, mais ça parle à l'esprit, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de proverbes, et c'est la force de toute la narration des gens capables de maîtriser la parole en transposant à l'écriture. Le roman État des lieux vient ainsi poser le diagnostic des maux des sociétés africaines, entre autres l'aliénation culturelle, le conflit de religion. Ninevi Afan-Beji Dara est à son deuxième ouvrage après son essai titré Baguida, la belle bourgade d'antan en 2016. Ceci referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Ngotchin dans le Rao, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.